Le dérèglement climatique est totalement ignoré par les gouvernements, pourtant toute la population va en souffrir. Que faire? Bah, moi, effectivement, je ne suis pas spécialisé sur la question. Mais s'il y a une chose que j'ai comprise, c'est que tant qu'on reste dans le système actuel, où on explique que c'est l'économie de marché qui réglemente tout, qui régit tout, et que la politique, au sens noble, ne peut pas soumettre l'économie de marché à sa volonté, on va dans le mur. Ça, c'est une absolue certitude. C'est-à-dire que tant qu'on ne se donne pas le pouvoir de réguler effectivement les activités économiques pour interdire ou au moins pénaliser fiscalement les activités qui sont polluantes, les activités qui sont en train de détruire la planète, et pour au contraire encourager celles qui sont vertueuses, il est certain qu'on ne sortira jamais de l'impasse. Et quand on entend le président de la République qui nous fait une conférence pour nous expliquer qu'on va s'appuyer sur la finance pour opérer la transition écologique, on est dans le délire le plus complet. La finance, c'est l'origine du mal. C'est une logique court-termiste. On est sur des opérations qui se font à la nanoseconde. Enfin, c'est la quintessence de la poursuite de l'intérêt individuel immédiat. Et donc, c'est tout l'inverse de l'écologie qui nécessite d'avoir une visée à long terme et qui vise l'intérêt général. Donc là, vous avez une contradiction mais totale, absolue. Et donc, c'est pas sur la finance qu'on pourra s'appuyer, c'est uniquement sur la délibération collective. Et Aurélien Barraud le dit encore plus clairement que moi. Donc, sur l'état d'esprit des gens. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dès le 17 novembre, je vous le disais, la révolution dans les esprits, elle est faite. Alors, les gens, ils ont décidé de relever la tête, ils sont déterminés. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les esprits un avant et un après le 17 novembre. On ne reviendra pas à l'état antérieur. Donc, ils sont déterminés. Simplement, effectivement, vous avez des passes. C'est-à-dire que tout le monde avait vu notamment qu'au moment des fêtes de fin d'année, entre Noël et le Nouvel An, il n'y avait plus beaucoup de mobilisation. Et puis, il y a eu le discours de vœux du président de la République, et alors là, tout le monde est ressorti en trombe dans les rues parce que foule haineuse et allez que je reprends mes réformes en avant, bon ça a évidemment énervé tout le monde. Donc tout le monde est ressorti, et puis là, tout le monde est en colère par la propagande médiatique qui est faite, et en fait, contrairement à la petite musique qui est passée sur les médias traditionnels, ça s'essouffle, parce que c'est ce qu'on entend depuis le début du mouvement. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'air. Hein. Si on les écoute, ça fait longtemps qu'il est mort, le mouvement. Mais en réalité, vous aviez encore plus de personnes samedi dernier que le samedi précédent. Donc vous avez en fait une mobilisation qui, contrairement à ce qu'on nous explique, n'est pas dans un flot continu de descente. Vous avez des rebonds en fait qui s'opèrent et vous avez une oscillation en réalité. C'est quoi vos sources? Les sources, c'est les chiffres qui sont donnés, y compris même par les chiffres officiels qui peuvent être donnés, qui sont tout à fait minorés, ça c'est une évidence. Mais même quand on regarde cela, si on s'y réfère, on voit qu'en réalité, on n'a pas une baisse continue et qu'on a des rebonds. Mais en fait, les chiffres qu'on peut avoir, c'est déjà les calculs faits par les médias locaux. Quand on agrège les chiffres des médias locaux, on trouve des chiffres bien supérieurs aux chiffres officiels qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Et puis, il y a également un site, le Nombre Jaune, qui s'est créé pour calculer effectivement, essayer de donner un chiffre qui corresponde, qui soit le plus proche de la réalité. Et on est plutôt autour de 100 000 à 120 000 personnes généralement sur les samedis. Donc tous les samedis, il y a 100 à 120 000 personnes dans les rues. Oui, sur l'ensemble du territoire, oui. Ça fait pas beaucoup en fait. Mais de toute façon, le mouvement n'a jamais été massivement, physiquement mobilisé. Ce qui fait la force du mouvement depuis le départ, c'est que vous avez les têtes dures qui se mobilisent et qui lâchent rien, et puis en fait, ils ont le soutien de 75% globalement des gens. Et quand je parle de 75%, c'est le soutien sur la légitimité du mouvement, sur la légitimité de ses revendications. Effectivement, on a, quand vous posez, tout dépend en fait de la manière dont vous posez la question dans les sondages. Si la question englobe les modes d'action, vous êtes aujourd'hui plutôt à 50-50, parce qu'effectivement, personne n'apprécie les violences, et ça, tout le monde déplore les violences. Donc, vous avez un soutien qui redescend. Mais quand on n'est que sur la légitimité des revendications, là on est à 75% de soutien. Et donc c'est ça en fait qui a fait sa force, c'est que malgré
toutes les stratégies pour essayer de diaboliser, de discréditer le mouvement, le soutien, la sympathie qu'ont les gens sur la légitimité des revendications n'a jamais baissé. Et ça, c'est inédit, parce que ça ne s'était jamais produit lors des précédentes mobilisations sociales. Le traitement médiatique et les stratégies de communication arrivaient toujours à faire baisser le soutien au mouvement. Et ça a été notamment le cas lors de la réforme des cheminots. Peut-être, oui, aborder la question de la dérive autoritaire du pays, parce que ça me semble extrêmement préoccupant. Comme d'habitude, Emmanuel Todd avait été un peu prophète. J'avais vu une conférence qu'il avait faite le 4 octobre 2018 et où il parlait de cette dérive. Et un mois et demi plus tard, éclate le mouvement. On a une répression policière et judiciaire qui est absolument incroyable. Incroyable. La répression policière, on en a parlé avec le nombre de blessés. On a 2000 blessés parmi les manifestants, 1200 blessés parmi les forces de l'ordre. Et plus d'une centaine de manifestants ont été mutilés, éborgnés, et pourtant il n'y a aucune conséquence politique. Il n'y a pas un ministre qui a démissionné, tout ça est absolument sidérant. Vous avez une répression judiciaire avec des condamnations qui sont prononcées, qui sont tout à fait exorbitantes de ce à quoi on assiste dans le droit commun, de manière habituelle. Vous avez des procédures qui sont diligentées par les parquets, donc les procureurs de la République, qui ne sont pas indépendants dans notre pays, et ça c'est un fait acquis, puisque la France, il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme en 2009, des consignes pour donc accélérer les procédures, faire des comparutions immédiates pour que les gens soient condamnés le plus vite possible et le plus sévèrement possible. Et ça, on en a eu les révélations notamment par le Canard enchaîné, où le parquet de Paris donne des consignes illégales aux officiers de police judiciaire pour garder les gens en garde à vue, quand bien même les dossiers sont totalement vides. Donc vous avez une dérive à ce niveau-là. Vous avez ensuite la loi anti-casseurs, alors là, qui est une loi liberticide, mais extrêmement dangereuse. Dire Charles de Courson, qui est un député républicain, plutôt modéré quand même habituellement, et qui, compte tenu de son histoire personnelle, a pesé ses mots, a qualifié cette loi de renvoi au régime de Vichy. Et je crois véritablement que les mots ne sont pas exagérés, parce que quand vous confiez le pouvoir à une autorité administrative, en l'occurrence le préfet, qui dépend directement du président de la République, d'interdire à des personnes préventivement de manifester, c'est extrêmement liberticide. C'est une atteinte absolue à une liberté fondamentale, celle de s'exprimer, la liberté d'expression. Et quand vous portez une atteinte à une liberté fondamentale, ça doit évidemment se passer dans le cadre d'un procès sous l'autorité d'un magistrat indépendant, c'est-à-dire judiciaire, parce que sont garantis alors la représentation par un conseil et surtout les droits de la défense et un débat contradictoire. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si c'est le préfet qui vous interdit, il ne demande rien à personne, vous ne pouvez pas vous défendre, vous n'avez pas de débat contradictoire, vous ne pouvez pas présenter d'arguments, et on va vous interdire de manifester. Charge à vous, ensuite, d'aller contester. Parce que c'est ça, on vous dit, ah, mais vous pouvez contester. Oui, d'accord, mais en attendant, déjà, vous ne pouvez pas aller manifester, parce qu'on se doute bien que dans la stratégie, on va prononcer l'interdiction le vendredi soir pour que dès le lendemain, donc à la veille de la manifestation. Et puis contester, ça veut dire une procédure, ça veut dire un avocat, ça veut dire qu'il faut payer. Donc évidemment, ces gens-là qui font passer cette loi-là savent très bien qu'en fait, ils vont pouvoir comme ça empêcher et interdire toute une série de manifestants qui n'auront pas les moyens concrètement de faire annuler les décisions administratives qui seraient prises à leur encontre. En revanche, peut-être préciser sur la dérive autoritaire qu'il y a eu un fait incroyable qui a été traité, mais alors dans les médias traditionnels de manière à peine surprenante, mais la tentative de perquisition dans les locaux de Mediapart. Magnifique. Là, non, mais magnifique. Ils attaquent là pour faute grave l'État. Ouais, je crois qu'ils ont raison là d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables, parce que porter une telle atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources, au motif de l'atteinte à la liberté, à la vie privée d'Alexandre Benalla, enfin là on nage en plein délire. Je veux dire, c'est absolument incroyable, alors qu'en plus on sait très bien que juridiquement ça ne peut pas tenir, puisque les révélations qui ont été faites sont fondées et ont permis notamment d'établir que Alexandre Benalla a violé son contrôle judiciaire. Et c'est justement ce qui l'a conduit là à être placé en détention provisoire.
Donc ces informations-là étaient d'intérêt public, et donc par conséquent, le motif d'atteinte à la vie privée ne tient absolument pas. Et j'ai été très surpris de voir comment les médias traditionnels ont traité l'information, c'est-à-dire qu'au lieu de s'insurger de cette procédure, d'évidence illégale ou en tout cas attentatoire à une liberté fondamentale, la liberté de la presse et le secret des sources, vous aviez titré « Mediapart refuse une perquisition dans ses locaux ». C'est-à-dire que du coup, le réflexe que vous avez, c'est de vous dire « Ah, mais est-ce que Mediapart était légitime à refuser la perquisition ?» Voilà comment ils ont tourné l'information. Moi, j'espérais une profession des journalistes vent debout. Pour une fois, leur esprit corporatiste aurait été bien placé pour défendre Mediapart. Donc sur le déficit, l'idée, je finis même sur la question du déficit que je n'ai pas terminé, c'est que 3% on s'en moque. La question c'est de relancer l'emploi et donc s'il faut faire 6 ou 7% de déficit pendant 3-4 ans avec un plan à 10 ans pour recréer du plein emploi. Si ça ne marche pas. Ben, tant pis alors, de toute façon, la dette, je veux dire, qui va nous envoyer les chars demain? Qui c'est qui va saigner l'emprunt français sur les marchés financiers en faisant augmenter les taux comme ce qui s'est passé en Grèce? Voilà, donc c'est pour ça que j'en viens au deuxième point, et à la politique monétaire. C'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation très cocasse et singulière où les États, donc, en tout cas pour ceux qui sont membres de l'Union européenne, se sont obligés à emprunter ne peuvent pas emprunter auprès de la Banque centrale européenne ou de leur Banque centrale nationale, et se sont obligés à emprunter sur les marchés financiers. Donc il en résulte deux conséquences, c'est que, un, nous payons des intérêts 40 milliards par an que nous pourrions ne pas payer. Et la deuxième conséquence, beaucoup plus vicieuse, c'est que si nous ne menons pas une politique conforme aux intérêts des marchés financiers, ils nous menacent d'augmenter nos taux d'intérêt à nous. Et c'est effectivement ce qui s'est passé avec la Grèce, qui voulait sortir du cadre et qui s'est fait attaquer de toutes parts pour augmenter les taux d'intérêt et les soumettre en fait à la politique de la Troïka. À l'époque qui s'était mise en mouvement, Banque centrale, Commission, et le dernier d'ailleurs c'était, je ne sais plus, la Banque mondiale, le FMI. C'est le FMI. Christine. Voilà, Christine Lagarde. Donc il faut évidemment revenir sur ces règles de fonctionnement de la monnaie qui ont les conséquences que je vous indiquais. Ça nous permettrait, un, de faire des économies, et puis deux, surtout, de refaire la politique qu'on souhaite. Et donc, arrêter de faire la politique des banques et des actionnaires dans l'Union européenne, mais enfin essayer de faire l'Europe sociale qu'on nous a vendue. Et puis, troisième élément sur l'Union européenne, c'est la politique commerciale, c'est le fameux libre-échange. Et cette folie de nous être mis en concurrence dans le cadre d'un marché commun avec les pays de l'Est. Et donc on assiste à cette absurdité où les entreprises des pays développés délocalisent dans les pays de l'Est parce qu'ils y trouvent des salaires 5 à 10 fois inférieurs, et donc ça leur permet de réduire leurs coûts de production et donc d'augmenter leurs marges. Et puis dans l'autre sens, vous avez les salariés des pays de l'Est qui viennent dans les pays développés via la directive sur les travailleurs détachés pour gagner mieux leur vie. Donc c'est le déménagement permanent du monde, vous n'avez aucune régulation, et au final, à qui profite le crime? Toujours aux mêmes, c'est-à-dire les multinationales, leurs actionnaires et les banques. Et donc tant qu'on n'aura pas réglé ça, tant qu'on aura également ce libre-échange au niveau de la circulation des capitaux, et qu'on ne contrôle pas ces circulations, les flux financiers extrêmement importants qui se produisent, vous aurez aussi également beaucoup de difficultés à contrôler l'évasion fiscale, qui se fait quand même aujourd'hui en grande partie au sein même de l'Union européenne. Donc on a peine à comprendre pourquoi on n'instaure pas des mécanismes de contrôle pour lutter effectivement contre cela. Et donc, quand vous avez tout ça mis bout à bout, vous avez les dispositifs fiscaux 30 milliards par an, les intérêts de la dette 40 milliards par an, et l'évasion fiscale, on va dire 100 milliards par an. C'est-à-dire qu'au final, on est à 170 milliards par an, qui va être capté par les plus privilégiés du pays, c'est-à-dire les 1 ou 0,1% les plus riches, sur un budget total de 240 milliards. Donc on a quasiment les 3/4 du budget de l'État qui, au final, sont captés par les plus privilégiés. Voilà pourquoi on est dans ce paradoxe où notre PIB augmente chaque année, nos impôts, pour nous, la classe moyenne au sens large, ne baissent jamais, ils augmentent même plutôt d'année en année, et on nous explique qu'on est toujours en déficit. Où va l'argent? Il va là l'argent, il va dans la poche des plus riches. Pour ou contre l'Union européenne? Ah bah,
celle qui fonctionne actuellement a résolument contre. Ça, c'est une évidence. Donc, il va absolument falloir sortir des traités européens. On ne peut pas rester. Donc Frexit? Bah, moi, je pense que le Frexit, il doit être envisagé comme ultime recours. Mais il doit clairement être envisagé. Si c'est l'ultime recours, c'est qu'à la fin du fin, si on n'a pas réussi à changer les choses, c'est ça qui doit se passer. C'était notamment, il y avait eu à un moment donné un slogan, l'Europe, on la change ou on la quitte. Bon, je pense que... C'était qui? Je crois que c'était Mélenchon pour le coup qui le disait comme ça, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en termes de stratégie politique, ça me paraît délicat, après 40 ans, 50 ans de construction européenne, en un claquement de doigts, dire bon bah salut les gars, c'était bien, mais maintenant nous on repart de notre côté. Bon, ça me paraît un peu cavalier. Et surtout, on prend le risque notamment de se faire attaquer par les marchés financiers très rapidement. On va avoir des mesures de rétorsion de l'Allemagne. Enfin, je pense qu'il faut avoir une véritable stratégie pour arriver à sortir des traités européens. C'est-à-dire qu'on a affaire à une construction qui s'est faite petit pas par petit pas et tout a été fait pour que justement ce soit impossible quasiment d'en sortir. Donc il va falloir être stratégique, actionner des leviers de rapport de force. Il y en a toute une série. Vous pouvez commencer par désobéir aux traités et arrêter de financer le budget de l'Union européenne. Vous payez des amendes? Oui, et qui va nous contraindre à les payer? Parce que quand vous comme moi, nous sommes particuliers, c'est l'huissier qui au final saisit vos comptes, ou l'État parce qu'il a des prérogatives exorbitantes de droit commun. Qui va nous obliger à payer les amendes? Personne. C'est-à-dire, sauf à nous envoyer les chars, mais a priori, dans l'Union européenne, je vois personne qui pourrait attaquer sur le plan militaire notre pays, compte tenu au surplus du fait qu'on est la seule puissance à disposer de l'arme nucléaire. Donc, vous voyez, à un moment donné, il y a un rapport de force qui se joue. D'ailleurs, c'est Jacques Chirac qui avait dit à propos d'un désaccord au niveau de l'Europe, ils vont quand même pas nous envoyer les chars. Donc, les amendes, on les paiera pas non plus. Ça peut être un premier niveau d'action, la désobéissance, c'est arrêter de contribuer. Ça peut être, on imprime, nous, des billets à Strasbourg. Donc ça peut être émettre de la monnaie, et donc évidemment ça ne plairait pas à l'Allemagne. Ça peut être également la politique de la chaise vide, et leur dire mais nous on ne va plus au Conseil européen, etc., tant qu'on ne change pas les traités en revenant sur le pacte de stabilité budgétaire, les règles de fonctionnement de l'euro et le libre-échange généralisé. Ce que je veux dire, c'est que sortir des traités européens, c'est une question compliquée en termes de rapport de force, et que Frexit, article 50, oui, juridiquement, effectivement, on peut mettre en place l'article 50 du traité, c'est possible juridiquement. Mais la question de la sortie des traités, elle dépasse très largement la question juridique, et il y a des rapports de force économiques et financiers qui vont se jouer. Je crois qu'il faut essayer effectivement de tout le temps se remettre en question et de s'indigner. C'était le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, mais il ne faut jamais accepter les choses telles qu'elles sont et essayer toujours de regarder les choses en face. Et aujourd'hui, on voit qu'on est, par le biais de la société de consommation, on n'a plus de sens en fait. Aujourd'hui, dans notre société, on ne trouve plus de sens et on le voit avec beaucoup d'éduqués supérieurs qui étaient destinés à des carrières dans la finance, qui au bout d'un moment abandonnent cette carrière et puis deviennent boulangers, pâtissiers ou menuisiers. Et je crois que véritablement, il faut essayer de redonner du sens. Il faut toujours essayer de donner du sens. Et en fait, les vraies valeurs intemporelles, à mon avis, c'est l'amour, le partage et la fraternité. C'est que dans le cadre du rapport aux autres, et des liens qu'on peut tisser, qu'on peut véritablement essayer d'être heureux.